Au temps où notre cité n'existait pas encore, la Meuse et l'Ourthe se diluaient dans des marécages à perte de vue, constellés d'îlots très boisés. C'était le royaume des castors, des oies, des loutres, des sangliers, des hérons, des chevreuils. Un paysage intact et sauvage qui s'imprima peut-être dans la mémoire de cet Homo sapiens d'il y a 6500 ans et trouvé à Hangis. Un petit ruisseau dégringolait des gorges encaissées des vallées tout autour pour se jeter dans le marécage en bas. Ce ruisseau n'est plus aujourd'hui qu'un gros filet d'eau au fond de nos égouts. Les Celtes le nommaient le Glin, c'est-à-dire le clair, car l'eau était transparente. Le nom a survécu dans celui d'un quartier bien connu. L'emplacement même de notre centre-ville était inhabitable, car domaine des eaux. Les hommes s'établirent plutôt sur les pentes, au nord principalement. Un autre ruisseau prenait sa source à Anse, du germanique Hans, c'est-à-dire hauteur. Un parcours artificiel, rue Simon d'Ister, à un endroit où il ne passait pas du tout, ressuscite le souvenir de ce vieux ruisseau. Il s'écoulait jusqu'en bas, rejoignant le Glin dans le quartier Sainte-Marguerite, augmentant ainsi le débit du cours d'eau lorsqu'il venait se jeter dans la Meuse. Ce ruisseau s'appelait la Légia. Un ruisseau, juste de quoi tremper les pieds alors. Ah mais quand on dit ruisseau, qu'on ne se méprenne pas. La Légia alimentait des lavoirs et des moulins. À Saint-Séverin en 1921, elle accusait encore 1 mètre de profondeur. Hein. Ce cours d'eau ne courait pas se jeter d'une seule traite dans le fleuve. Le plus gros rejoignait la Meuse à hauteur du pont des Arches. En bas de la falaise de Pierreuse toutefois, d'où on voyait tomber des filets d'eau, la Légia formait un bras avant de poursuivre sa route. Le long de ce coude se forma peu à peu un important dépôt d'alluvions, un cône de déjection, dont la place Saint-Lambert serait née. L'endroit en effet échappait aux inondations fréquentes en raison de sa surélévation de 7 mètres. C'est pourquoi ce promontoire fut le noyau de la cité primitive. Lors des grandes inondations de la Meuse, comme en 1926, la place Saint-Lambert ne fut jamais touchée. Nodger détourna vers l'est le cours de la Légia qui abandonna donc son lit naturel en bas de Pierreuse. Elle passa désormais derrière le palais, alimentant les fossés du rempart. Elle longeait la place du marché où elle ravitaillait en eau fraîche les 3 viviers de la Plaie dans lesquels des poissons étaient conservés vivants. J'ai lu qu'au début de son histoire, notre cité portait 2 noms différents, Légia et Léodium. Lequel est le bon? Tous les deux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors au Moyen-Âge, on a vu fleurir plusieurs explications de ces noms. On avait remarqué que Léodium ressemblait au mot latin Léo, le lion, et que le mot Légia ressemblait au mot lex legis, la loi, mais ces explications a posteriori sont fantaisistes. Le mot Léodium peut être rapproché du mot Leudicum, qui signifie leude. Leude? C'est quoi ce truc? Le leude était avant tout un homme libre, lieutenant du roi Franc, lequel le récompensait en lui donnant une terre. Il n'est pas difficile d'imaginer notre vallée offerte à un de ces leudes qui suivait un chef barbare. Et notre pays, il a été donné à qui alors? L'histoire n'en a pas laissé le nom. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'était une maigre vallée, de petite valeur, et celui qui l'a reçue devait être un barbare de peu d'importance. On peut se consoler de ce piètre blason en songeant que notre cité a pris le nom de ce leude, fracassant seigneur de guerre, Léodium, lieu de l'homme libre, enivrante épithète. Et Légia, ça vient d'où? L'origine du mot Légia, elle, est assez obscure. D'abord, la plupart des historiens s'accordent à dire que c'est le village qui a donné son nom au cours d'eau, et non le contraire. Pour beaucoup, Légia pourrait être la contraction du mot Luticus, c'est-à-dire l'éthique, en bas allemand Lede, en référence au lait.
Les Lètes sont des barbares vaincus, désarmés et installés de force, comme fermiers, sur les terres de l'État romain. Je le savais. Lète donnera en français l'expression homme-lige, c'est-à-dire homme dévoué dans le sens de serviteur. Il est aisé de voir en ce mot de lige un mot fort proche du nom de notre ville en wallon, Liege. Legia, lieu des hommes asservis. Cette explication avait l'agrément du grand historien liégeois Godefroy Kurt. Il est amusant de constater qu'avec le nom de Lète, ennemi vaincu et réduit en esclavage, on parvient à une étymologie totalement opposée à celle de Léodium, qui renvoie au contraire à la superbe indépendance du seigneur de guerre qui fait ce qu'il veut, va où il veut, sert qui il veut. Né au 8e siècle, 300 ans après les grandes invasions qui marquent la fin de l'Antiquité, Liège n'est pas une cité très ancienne. D'autres en Belgique, comme Arlon ou Tongres, cités romaines, l'ont précédé de plusieurs siècles dans l'histoire. Notre cité s'édifia principalement sous les mers du palais, à l'époque des Mérovingiens. Faut me rappeler ce que c'est les Méromachiens. Les Mérovingiens sont les peuples et les princes francs qui s'emparèrent des Gaules et y succédèrent à Rome, depuis Clovis jusqu'à Charles Martel. Je le savais. C'est-à-dire durant une période de 3 siècles sur laquelle on a peu de textes. Une période marquée par un recul de la civilisation urbaine et par une grande ferveur religieuse. Et avant les Francs? C'était Rome, bien sûr. À l'époque romaine, une modeste villa occupait l'emplacement actuel de la place Saint-Lambert. Et avant les Romains? Avant les Romains, c'était les Celtes, de la tribu des Éburons. C'était eux qu'on risquait de croiser au détour des sentiers. Et avant eux encore? On aurait certainement croisé cet animal redoutable, cet ours, dont le crâne a été trouvé à Pépinster, et qui n'aurait fait qu'une bouchée, du plus costaud d'entre nous. Au début de notre histoire, l'espace de la cité était un marécage, et les hommes s'établirent plutôt sur les pentes, au nord principalement. Le premier établissement humain attesté est un groupe de cabanes accrochées au flanc d'une colline, le Publicus Mons, montagne publique, c'est-à-dire le Publiémont. Le reste du pays devait ressembler à ce paysage. Ce n'était qu'enchevêtrement d'arbres gigantesques, le vertige d'une nature sans mesure. Le Publiémont, c'est le cœur ancien du pays. Un quartier que les Liégeois ont un peu de mal à situer car le nom est tombé aujourd'hui dans l'oubli. Grosso modo, le quartier de Saint-Laurent, la rue Sainte-Marguerite, la rue Haute-Sauvenière, le quartier du Cadran. C'est le promontoire sur lequel on voit la collégiale Saint-Martin, une des plus anciennes églises de la cité. Et ces Éburons, ils étaient comment? Ah, c'étaient des hommes rudes, très épris de leur liberté, à en croire César. Jules César. Le conquérant avait écrit: La Gaule est divisée en 3 parties. L'une est habitée par les Belges. Les plus braves, parce qu'ils sont les plus éloignés de la province romaine et des raffinements de sa civilisation,
parce que les marchands y vont rarement et par conséquent n'y introduisent pas ce qui est propre à ramollir les cœurs. Enfin, parce qu'ils sont les plus voisins des Germains qui habitent de l'autre côté du Rhin et avec lesquels ils sont continuellement en guerre. Entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, le général romain vaincra ces peuples et les soumettra à la puissance de la République. Mais les Belges, c'était des sauvages? Vieux débat. L'histoire des Celtes, hélas, fut écrite par leurs vainqueurs. Et les Celtes n'ont pas écrit leur histoire? Eh non. Ces peuples n'avaient pas d'écriture propre. Mais l'archéologie nous montre des rassemblements de familles avec des cités florissantes, des routes parcourues de marchands écrivant le grec, marchant jusqu'à la Baltique pour en ramener l'ambre jaune, et jusqu'en Cornouailles pour en ramener l'étain. Le pays celte était strié de chemins que sans doute les Romains utilisèrent et améliorèrent. Loin de former une civilisation grossière, les Celtes avaient produit une culture complexe, originale, bien enracinée. Les Belges, du celte belge, c'est-à-dire se gonfler de fureur, appartenaient à cette vaste nation des Celtes. Les Germains, leurs voisins, se déclaraient leurs ennemis attitrés. On retrouve ces Belges de l'autre côté du Channel, sur l'île de Bretagne. Certains historiens pensent aujourd'hui que les Belges de notre région étaient des tribus germaniques dominées par des nobles celtes. Quoi qu'il en soit, leur réputation était détestable. Ils passaient pour extrêmement belliqueux. Et en effet, César mit 5 longues années à les soumettre. Non sans mal, car une confédération de ces Celtes, dont les Éburons, commandée par un chef charismatique nommé Ambiorix, attira la 14e Légion dans la profonde forêt charbonnière. Dans cette vallée du Gers, en octobre 54 avant Jésus-Christ, il la détruisit. Furieux, César poursuivit le vainqueur jusque dans le fond des forêts, sans parvenir à le capturer. Plus furieux encore, il massacra la quasi-totalité de son peuple. Le valeureux résistant, encore présenté aujourd'hui comme notre premier héros national, mourut sans jamais avoir été capturé. Les débris épars de sa nation formèrent la population d'Atuatuca, la cité de Tongres, à 15 km de notre cité. Le début de notre histoire est donc marqué par une conquête et par un massacre. On ne peut pas dire que c'était des débuts heureux. Les Romains goûtaient moyennement la rusticité de notre pays, et ils s'y installèrent en ordre dispersé. Les vestiges de l'occupation romaine sont rares par chez nous. À Jupy, toutefois, ainsi que dans sa région, le long de la voie qui reliait Tongres à Herstal, se trouvait une villa du IIe siècle, et tout autour, un établissement romain, certes de petite taille, mais florissant. En 1872, des fouilles ont ramené à la lumière les vestiges de cette occupation timide, mais splendide. En 2002, une stèle funéraire fut retrouvée, celle d'un certain Murranus, dont il ne reste que cette plaque de grès. Quant à Liège, en 1907, une villa fut découverte, là où devait plus tard s'élever la cathédrale Saint-Lambert. Cette villa était contemporaine de l'empereur Adrien. Ah, un empereur, je crois, juste? Oui, je viens de le dire. Une pièce à son effigie a été retrouvée. C'est exact. Cette villa avait une superficie de 54 mètres sur 35. Comme l'endroit était en pente vers la Meuse, elle avait été disposée en terrasse. On y trouve tous les éléments du confort de l'époque impériale. Hypocauste, c'est-à-dire chauffage par le sol, et bain public. Les murs étaient en pierre,
et le toit portait des tuiles rouges typiques de la Méditerranée. L'Archéophorum, le musée conservatoire établi sur le site même de la place Saint-Lambert, exhibe les éléments de cette très ancienne romanité. Dans sa chronique, Gilles Dorval raconte que le propriétaire de cette demeure n'était pas un Romain, mais un barbare, du nom d'Assulf. Il écrit « Non loin se trouvait un ravin qu'on appelait le puits de l'enfer. C'est de là, selon les habitants, que sortaient les tempêtes et les éclairs. » Cette villa n'est en aucun cas le vestige d'une cité. Elle était au contraire une exploitation agricole, une villa rustica, comme l'Empire en comptait des milliers. Les Romains avaient une province nommée Belgique, je l'ai lu sur une carte. Oui, mais le territoire de Liège se trouvait dans la province romaine de Germanie inférieure et non pas dans la province de Belgique. Et ce n'est pas un détail si déjà à l'époque romaine, Liège était raccordé non pas aux contrées de l'Ouest, mais au Rhin. Le Rhin, en Allemagne, das Rhein. Je sais ce que c'est le Rhin. La province de Germanie avait pour centre la grande colonie militaire de Cologne, également célèbre pour son industrie du verre. C'était une contrée méprisée des Romains, jalonnée de camps fortifiés. Elle offrait un aspect aussi sauvage que rebutant aux yeux d'un voyageur venant de la Méditerranée. Les grandes cités de la région autour de Rome étaient Tongres, à toi en tout cas, Maastricht, Moiae Trajectum, littéralement enjambement de la Meuse, et Aix-la-Chapelle, Aquae Grani. Elle s'égrenait le long de la voie romaine qui traversait la grande forêt charbonnière où César disait avoir vu des licornes. Cet immense tapis d'arbres gigantesques et de fondrières, rempli de rumeurs inquiétantes, s'étendait sur des kilomètres, des Bouches de l'Escaut aux Ardennes, et couvrait une bonne partie de notre Belgique actuelle. Dans ces friches géantes, il n'était pas rare de rencontrer des aurochs ou des ours géants. Ah bah tiens, justement, en voilà un d'auroch. Oh, comme il a l'air gentil! Oui, mais c'est juste une apparence. Là, c'est une race rustique reconstituée, proche de l'auroch, mais pas vraiment un auroch, parce que l'auroch véritable, lui, il a disparu. Tout ça pour dire que plus on cheminait dans ce pays, plus on s'écartait de la civilisation, du moins au sens où les latins l'entendaient. Avec la Meuse, la chaussée romaine constituait une artère vitale. Les marchands s'y pressaient par caravanes. Cette grande œuvre des ingénieurs romains impressionnait si bien les voyageurs qu'elle ne semblait pas faite de main d'homme. Au Moyen-Âge, une tradition têtue en fit la chaussée de Bruno, du nom d'une reine franque qui, disait-on, avait pactisé avec des démons pour la construire. Puis vint le temps des invasions, une sorte de fin du monde au ralenti, au cours de laquelle la villa liégeoise fut incendiée. Les Francs furent les successeurs des Romains sur notre sol. Installés puissamment à Tongres et à Maastricht, ils expulsèrent les Gallo-Romains qu'ils y trouvèrent, logeant dans leurs maisons ou leurs villas. Parfois même, ils les tuèrent. Ah, et tu nous as dit que tu allais nous expliquer quelque chose d'important. À ce moment-là. Ah ben oui, notre frontière linguistique est née de ces invasions. Là où ces envahisseurs étaient les plus nombreux, ils imposèrent leur langue, le vieux germanique, qui se transforma plus tard en dialecte flamand. Là où ils étaient inférieurs en nombre, la population gallo-romaine continua de parler le latin, lequel donna les dialectes wallons. Cette frontière linguistique passe toujours près de chez nous. Tongres et Maastricht étaient en pays majoritairement franc. On y parle aujourd'hui le flamand. Dans le village du Puy-Blémont, en revanche, la population semble avoir survécu au massacre. Au moment des invasions, les Francs constituaient un ensemble de tribus éparses, souvent ennemies. Ceux installés autour de la ville de Tournai se donnèrent en 481 à un jeune roi de 15 ans,
promis à un avenir lumineux. Chlodovik, que l'histoire a transformé en Clovis, forme archaïque de Ludwig ou Louis. Avec Clovis, les Francs étendirent leur emprise sur presque toutes les Gaules en même pas 20 ans. En ces temps-là, Liège n'était qu'un hameau insignifiant autour des restes calcinés d'une villa romaine. Dans la vallée circulaient des cavaliers hirsutes dont les paysans ne comprenaient pas la langue. Au début du Moyen-Âge, le site de Liège se trouvait en Austrasie. Australie avec les kangourous? Mais non pas Australie, Austrasie. Allez, cette partie de leur royaume que les Francs appelaient le pays de l'Est, centré sur Metz, sa capitale. L'Austrasie était la partie la plus sauvage du pays des Francs. Ceux-ci y vivaient à la manière de leurs ancêtres, chassant le sanglier et le loup au poil hérissé, dans la frugalité d'une existence violente. Le guerrier retrouvé en 1910 dans sa tombe à Herstal, tombe reconstituée au Grand Cursus, en dit long sur son mode de vie. Il s'est fait enterrer avec ses armes. D'ailleurs, la plupart des objets de ces temps obscurs ont été retrouvés dans des tombes, comme ces fibules ou ces éléments de parure qui montrent une évidente maîtrise de l'orfèvrerie. Couvrant les bassins de la Meuse et de la Moselle, l'Austrasie produisait une noblesse ombrageuse, prompte à se révolter. La reine Bruno l'avait appris à ses dépens. Exécutée en 613 par Clotaire II, qui la fit réduire en charpie en l'attachant par une jambe, un bras et les cheveux à la queue d'un cheval mauvais, la malheureuse reine n'avait jamais pu venir à bout de l'esprit d'indépendance des seigneurs de nos contrées. Une famille de ces seigneurs s'appropria cependant de nombreuses terres. À sa tête, un Pépin dit l'Ancien, parfois aussi appelé Pépin de Landenne, celui-là même qui mena la fronde des seigneurs contre Bruno. En récompense de sa révolte, Pépin était devenu le premier maire du palais d'Austrasie. Ah, ben justement. Moi, je sais ce que c'est un maire du palais. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Attends. C'est un superintendant des domaines du roi qui l'administrait en son nom. Et qu'il pillait sans se gêner. Bah, en même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu sais. Chef des armées, de l'administration, ce maire du palais grandit au point que le roi véritable n'avait plus que l'apparence d'un souverain, se faisant traîner sur ses terres dans un char à bœufs. L'histoire retint longtemps l'image de ces impotents en rois fainéants, image sans doute excessive. Quoi? Les rois fainéants n'ont jamais existé? Eh ben non, cette image était très certainement une exagération, de la propagande en vue de favoriser les maires du palais. Aujourd'hui, on dirait... Fake news. Ouais. La famille des Pépins produisit toute une série de chefs avisés et orgueilleux. Pépin le Jeune dit de Herstal, et Charles dit le Martel. Le vainqueur des Arabes à Poitiers. Mais oui, je le connais celui-là. Ah oui, le seigneur le plus célèbre de la famille. Cette mafia antique concentrait ses terres dans un triangle qui reliait Tongres, Maastricht et Aix-la-Chapelle, soit en bonne partie notre pays.
Pépin le Jeune était dit de Herstal. Il s'agit de domaines proches de Liège. Dans l'un d'eux, à Arastalio, entendons Herstal, se trouvaient d'importantes exploitations agricoles autour de plusieurs villas. L'avantage du site reposait sur l'existence d'un gué qui permettait, lorsque la Meuse n'était pas trop grosse, de franchir celle-ci sans trop se mouiller. On pense qu'Herstal abritait un vignoble et une villa fortifiée, généreusement appelée palais. En voici une reconstitution présentée au musée communal d'Herstal. Aucune trace archéologique de ce palais n'a été retrouvée, mais ce n'est pas la preuve qu'il est une invention d'historiens trop imaginatifs. Le sol de cette commune a été si remué dans le passé qu'il serait aujourd'hui fortuit d'y trouver quelques ruines probantes. Cet imposant édifice s'étendait, avec ses champs, ses baraquements, ses écuries, sur une surface d'environ 2 à 3 000 hectares. On y trouvait aussi des chapelles, un personnel ecclésiastique lettré qui fournissait lui-même des fonctionnaires. Sans oublier les escadrons de cavaliers, car les Pépins, pour tenir en main ces régions, entretenaient une milice dont la loyauté allait à eux seuls. Le palais d'Herstal était en un sens le centre du monde mérovingien à l'époque où la famille des Pépins gouvernait à la place des prétendus rois fainéants. Charlemagne y naquit peut-être. Des salles prévues pour les banquets et réceptions pouvaient, à l'occasion, laisser la place à un tribunal où se traitaient la plupart des affaires. N'imaginons aucune somptuosité qui pût rappeler la pompe des Césars. Les maires du palais vivaient sobrement, comme les propriétaires terriens qu'ils étaient, sans ostentation ni démesure. Alors, Herstal était une habitation provisoire, car le maire du palais n'y résidait pas toujours. Comment ça? Il se plaisait pas dans son énorme villa? C'était un chef nomade, se déplaçant de région en région, au gré des saisons. Et à Liège, les seigneurs, ils y venaient? Sur Liège, à l'époque, toujours rien. Le marécage et le vicus du publicus mons restaient désespérément hors jeu. Des villages étaient apparus ici ou là dans la vallée. Arboretum, c'est-à-dire littéralement arboré, désignant au milieu d'un bois le hameau en bas de la colline de Cointe et dont le nom se transforma en Avroy. Mais aussi le gué d'Amay, là où s'élevait le sanctuaire de Sainte Crodoara, où la région wallonne déblaya 268 tombes mérovingiennes entre 2007 et 2009. Plus loin, sur les hauteurs, était Arruya, du nom d'un petit ruisseau qui s'écoulait vers Herstal, plus tard, village de Herve. Mais Liège elle-même restait dans l'ombre. Jusqu'au jour où un évêque, en l'occurrence celui du diocèse de Tongres-Maastricht, né vers 636 dans une riche famille d'aristocrates, eut le bon goût de s'y faire assassiner. Landibertus, notre Lambert. Et cette mort violente changea tout. Plusieurs chroniques très anciennes nous content l'histoire d'un nommé Lambert, martyrisé à Liège. Qui donc était-il? Un saint si populaire qu'en Wallonie seulement, 78 églises lui furent par la suite consacrées. Un garçon prometteur qui, dit-on, apprit à parler à 3 mois. Sa légende raconte que bien éduqué, dans la mesure où on pouvait l'être en ces temps-là, Lambert vécut aventureusement avec des jeunes gens de son âge et de son milieu, jusqu'au jour où son père le confia à l'évêque du diocèse de Tongres-Maastricht, Théodard. Le talent du jeune homme dans l'administration des terres de l'évêché le rendit vite indispensable et Théodard songea à en faire son successeur. Mais ça devait être un jeune homme bourré de talent. Oh, pas forcément. Mais il devait pas être idiot non plus, quand même. Oh, tu sais, à l'époque, 3 formules de latin et un savoir rudimentaire en mathématiques faisaient passer un banal quidam pour un érudit au savoir spectaculaire. Lambert était peut-être un peu plus que cela. Homme d'un grand bon sens, généreux et efficace évangélisateur,
lorsqu'on voit les nombreux jeunes gens qui choisirent de le suivre pour s'éduquer à son contact. À la mort de Théodard en 668, les habitants de la région firent nommer Lambert évêque. L'époque était instable. Des guerres fratricides opposaient continuellement les unes aux autres diverses factions des Francs. De ce chaos, Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie, sortit renforcé, et Lambert, lui, sans doute en raison de ses prises de position, fut un temps écarté. L'hostilité des deux hommes, le prêtre et le seigneur de guerre, resta vive. En 682, Lambert revient à Maastricht. Pépin, en guerre contre de puissants voisins, les Frisons, peuple païen, a besoin de l'évêque, lequel se joint avec zèle à sa croisade contre l'idolâtrie. Le saint brise un grand nombre d'idoles et évangélise la Toxandrie, ancien nom de la Campine. 20 ans passent, plus ou moins. Silence des chroniques, jusqu'au martyre le 17 septembre d'une année généralement fixée aujourd'hui, en 705. Mais il s'était passé quelque chose. Oui, la région était alors tyrannisée par les gens de Pépin. Tyrannisé. C'est-à-dire que des soldats se conduisaient comme des brigands avec les paysans. Et un jour, les serviteurs de Lambert tuèrent 2 de ces brigands. Oui, mais c'est de la légitime défense alors. Pas pour le chef de bande, qui s'appelait Dodon. Un gars qui nichait dans une forteresse à Anse. Un seigneur pillard que suivait une bande d'adolescents agressifs et des soudards rompus à toute la violence. Ah ouais, je te vois d'ici, les crapules, les tatoués, les balafrés. C'est ça. Voici qu'enfin le rideau de l'histoire se lève. Pour la première fois, le nom de Liège apparaît dans un texte. C'est alors un groupe de cabanes situées sur la Meuse et entourant la maison de campagne de Lambert. Un village insignifiant vers lequel donc se dirige une expédition punitive. L'idée pour Dodon est de faire la peau à cet évêque qui se croit l'égal du seigneur Pépin. Aux premières lueurs de ce jour d'automne, il y a 13 siècles, un serviteur de Lambert aperçoit au loin la troupe de Dodon, qui avance en désordre et avec bruit. La sentinelle se précipite pour avertir son maître. Comprenant que son ennemi est gonflé à bloc, Lambert saisit une épée. Puis, songeant qu'un homme d'église ne peut agir ainsi, il jette son arme et court se recueillir. Voici un tableau célèbre qui montre l'assaut. Toutefois, le tableau, qui date de 1488, n'est pas tout à fait exact. Au Moyen Âge, on représentait le passé sous les apparences du présent. L'assaut est brutal. Parents et serviteurs de l'évêque sont égorgés. Lambert s'est enfermé dans une pièce pour prier. Un des soudards monte sur le toit en chaume, le perce, aperçoit le prêtre couché par terre dans la chambre, les bras en croix. La brute lui expédie son javelot. Lambert est tué sur le coup, vraisemblablement atteint à la tête. On trouvera plus tard un trou dans le crâne de son reliquaire. Le meurtre d'un prêtre, même à cette époque de sauvagerie, constituait un acte d'une gravité exceptionnelle. Leur forfait accompli, les assaillants d'ailleurs ne s'attardèrent pas. Les serviteurs de l'évêque qui avaient pu fuir revinrent, et devant le cadavre du maître, ils se mirent à pleurer. Puis, nettoyés et enveloppés d'un linceul, la dépouille de Lambert fut chargée sur une barque qui le ramena à Maastricht par la Meuse, où il fut inhumé. Le meurtre de Lambert est un cas avéré de feda, c'est-à-dire une fête. Mais c'est quoi ça, une fête? Mais non, pas une fête de F-A-I-D-E. Hein? C'est le droit et même le devoir de vengeance privée qui existait chez nos ancêtres les Francs. Oui, mais si tout le monde a le droit de se venger comme ça serait un peu le chaos. C'était une époque fort agitée. Le meurtre d'un de ses parents, d'un de ses hommes, avait autorisé Dodon à recourir à la force pour se venger. Certes, la loi admettait le Wehrgeld, le rachat de ce droit,
parfois à des tarifs exorbitants, mais la coutume permettait aussi de l'exercer en toute impunité. Que les victimes de l'évêque eussent été des brigands n'y changeait rien. Le sang appelait le sang. Personne ne serait donc puni pour l'assassinat de Lambert. Assassinat exorbitant, spectaculaire, mais parfaitement inscrit dans les usages. Signalons qu'il existe une autre version de l'histoire, écrite bien après les faits. Notre Dodon aurait eu une sœur, Alpaïde, mère du futur Charles Martel et deuxième épouse de Pépin. Oui, sauf que ce libertin en avait déjà une d'épouse, encore vivante. La polygamie n'était pas rare à l'époque, mais Lambert était venu en faire remontrance à Pépin. Et Dodon voulut plus tard venger l'insulte faite à sa sœur et à son clan. Vengeance, toujours. Une légende tardive nous raconte qu'un jour, un certain Menulphe, évêque de Tongres, Maastricht, bien avant Lambert, se trouvait vers l'an 562 devant une vallée dont la beauté sauvage le transperça. Là, le saint homme aperçut ce qu'il prit pour une croix de lumière dans le paysage. Ému, il risqua une prophétie depuis les hauteurs de Saint-Walburge où il se trouvait. Voici le lieu que Dieu a choisi pour le salut de nombreux fidèles et qui égalera plus tard les cités les plus fameuses. Menulphe ignorait alors bien sûr qu'il faudra verser le sang d'un autre évêque pour faire sortir de terre cette ville au destin lumineux. Car c'est l'assassinat de Lambert qui transformera le petit village du crime en une cité de pierre constellée d'églises, notre cité déjà ardente. La dévotion populaire se matérialisa d'abord sur le lieu du crime, en bas du Publicus Mons, autour de la demeure de l'évêque assassiné. L'affluence grossit d'année en année. Des miracles se produisirent. Un sanctuaire fut rapidement bâti, un martyrium, assez massif et même splendide pour l'époque, à en croire les chroniques. Sans doute d'abord un puissant édifice en bois, remplacé par un édifice en pierre au gré de l'enrichissement général. Le promoteur du culte voué au martyr Lambert fut son successeur sur son trône d'évêque, Hubert. Celui-ci est également un personnage de légende. Parent de Plectrude, première épouse de Pépin de Herstal et donc ennemi de Dodon, l'assassin, cet Hubert fut d'abord un fiefé païen. Un vendredi saint, jour sacré, il avait choisi de s'absenter pour aller se livrer à sa passion, la chasse. Il poursuivit à cette occasion un cerf blanc, d'une taille extraordinaire, dont les andouillés étaient surmontés d'une croix lumineuse. À cette vue, le jeune homme fut tout à coup paralysé par une voix tonitruante qui lui ordonna de songer à son âme mortelle, au lieu de s'abandonner à la chasse un jour saint. La voix lui commanda en outre d'aller se faire le disciple de l'évêque Lambert, de le suivre en tout et lui prédit qu'un jour il ferait grandir le nombre de chrétiens dans ces régions sauvages. Prosterné, le visage dans la terre, Hubert promit d'obéir. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire? Tu sais, à l'époque, on racontait beaucoup d'histoires, certaines plus vraies que d'autres. Oui, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des miracles sur le lieu de l'assassinat de Lambert? Tu sais, pour y croire, je suppose que c'est une question de foi. Ouais. Hubert se fit si ardent chrétien qu'il fut choisi par le peuple et par Pépin pour remplacer Lambert comme évêque. Entendant ensuite parler des miracles opérés sur le site de l'assassinat, Hubert décida de faire élever le martyrium, une chapelle rappelant un martyr, dont on aperçoit ici un mur. Le lieu fut celui d'un intense pèlerinage, avec le transfert en 718 de la dépouille sacrée de Lambert. Le sarcophage, exhumé à Maastricht, fut solennellement amené à Liège, le long de la voie romaine. À l'occasion d'une procession mêlant une nuée de fidèles,
au son des chants et des cymbales, des exaltés dirent avoir aperçu dans l'azur du ciel des anges qui suivaient le cortège. Peu à peu, le martyrium se transforma en une imposante basilique, laquelle devint finalement une cathédrale. Vers l'an 800, le diocèse de Maastricht se transporta à Liège. Le martyre fut donc pour la future cité un acte de naissance. Mais au fond, c'est un assassinat crapuleux qui a fait sortir notre cité de terre. Oui, on peut le dire comme ça. Ah oui, Liège, son bon air, sa tarte aux pommes et ses tueurs à gages. Oui, enfin on peut dire aussi Liège, son bon air, sa tarte aux pommes et ses miracles. Ouais. Mais il faudra attendre encore 2 siècles pour que le mot villa disparaisse et soit remplacé dans les chroniques par celui de Civitas. Saint-Hubert disparut à son tour en 727. Signe des temps, sa dépouille fut ramenée à Liège pour être inhumée dans la basilique Saint-Pierre, qui n'existe plus, détruite en 1811 et qui se trouvait sur le Publiémont. Seule une rue, la rue Saint-Pierre, perpétue le souvenir de cette église ancienne où avaient été inhumés les premiers princes de Liège. Hélas, Liège était devenue trop petite pour contenir 2 saints. En 825, un siècle après son trépas, la dépouille d'Hubert fut transférée dans un monastère, à Andagina, retraite perdue dans les solitudes boisées du massif des Ardennes. Le lieu prit alors le nom de Saint-Hubert, et son culte, orné de récits sur les exploits de ce chasseur invétéré, le propulsa patron des forestiers. C'est dans le trésor de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, conservé aujourd'hui dans une crypte de la cathédrale Saint-Paul, que se trouve l'une des plus importantes œuvres d'art de notre histoire, le buste reliquaire de Saint-Lambert. Un quoi? Un buste reliquaire, un réceptacle en forme de buste, et dans lequel Était conservée une relique. Oui. Mais quelle relique? le crâne de Lambert. Le Lambert. Notre Lambert? Enfin, c'est ce que dit le prospectus. Ce buste reliquaire en argent doré, réalisé en 1512 à Aix-la-Chapelle, contenant le crâne du saint, repose sur 6 niches racontant les principaux épisodes de sa vie. L'objet est considéré comme un des trésors de l'art gothique tardif. Et est exposé actuellement avec le trésor historique de la cathédrale, dans le cloître Saint-Paul. Constitué de plaques d'argent fixées sur un socle en bois, il est serti de 300 pierres précieuses. Nettoyé en 1971, démonté puis remonté, le buste reliquaire est en excellent état. Pour son 500e anniversaire, il a été exposé dans la cathédrale en 2012. Cette relique était autrefois l'ornement de la cathédrale Saint-Lambert, qui n'existe plus. La chasse de Saint-Lambert.
Exécutée en 1896 par les frères Wilmot, celle-ci contient aujourd'hui les précieuses reliques du saint. Les saintes reliques avaient échappé de peu aux furieuses destructions de la Révolution et furent rendues à la dévotion des Liégeois sous Bonaparte. La chasse de 1896 a été faite sur le modèle des chasses du Moyen Âge. Et Liège là-dedans. Eh bien, du martyre de Lambert en 705 à l'avènement de Nogé en 972, 14 évêques se succédèrent sur le trône du nouveau diocèse. Pendant 300 ans. Environ. Et pendant ce laps de temps, le vicus de Liège, le village, va se développer au point de devenir une civitas, une cité. Et il fallut un immense rempart pour protéger l'extension prodigieuse d'une des cités les plus importantes du nord de l'Europe. Tout ça grâce à la superstition des gens. Oui, enfin grâce aussi à l'élan de ferveur suscité par le martyre de Lambert, grâce au miracle accompli sur sa tombe, et grâce à la certitude des gens que les prières qui étaient adressées aux saints seraient à coup sûr exaucées. Le Moyen-Âge ne peut pas être compris sans le culte des reliques, répandu dans toute la chrétienté. Même si aujourd'hui, nous savons que le trafic de ces pieuses marchandises était aussi source d'un commerce malhonnête. On y regardait à 2 fois avant d'acquérir une relique. Mais les outils d'authentification manquaient cruellement et les impostures restaient fréquentes. La fin de l'Antiquité avait vu l'éclosion de cette mode qui consistait à porter sur soi, dans des boîtes minuscules ou dans des sphères creuses portées en collier, des morceaux qu'on prétendait du corps d'un saint ou d'une sainte. L'habitude vint aussi d'inclure dans la construction des autels des basiliques des ossements de martyrs. La dévotion alla jusqu'à considérer comme saints non seulement les débris de ces corps vénérés, mais aussi les objets qui leur avaient appartenu ou qu'ils avaient simplement touchés. Beaucoup plus tard, au XVIe siècle, l'excès du trafic des reliques alimenta la protestation des réformés, notamment de Calvin, qui se moqua copieusement de cette idolâtrie. En français, s'il vous plaît, dans son traité des reliques, il écrit « On a employé toute une haie pour faire pour le Christ une couronne d'épines. Les sacrilèges n'ont point honte d'exhiber une queue de l'âne sur lequel notre Seigneur fut porté. Il n'y a si petite villette, ni si méchant couvent où l'on ne nous montre du lait de la Sainte Vierge. » Rome eut beau interdire ce trafic en 1281, il continua impunément. On pilla les catacombes romaines, riches en ossements des premiers chrétiens. Avec les croisades, on vit affluer des objets auxquels leur provenance orientale conférait un caractère authentique. Fioles contenant le sang du Christ, exemplaires des pains multipliés, morceaux et fils de divers vêtements de la Vierge ou du Sauveur. Accumulés pendant des siècles, les reliques se contredisaient d'une façon éhontée dans le recensement en 1821 de Jacques Collin de Plancy. À travers la chrétienté, on comptait en tout 32 doigts de Saint-Pierre, 11 jambes de Saint-Matthieu et 10 têtes de Saint-Léger, le contemporain de notre brave martyr liégeois. On montrait même à Aix-en-Provence les deniers qui avaient servi au paiement de la trahison de Judas. Collin de Plancy écrit « En voyant la stupide démence des adorateurs d'une masse de pierre ou d'un amas d'ossements, les honneurs insensés que l'on rendit à des linges et à des clous, le culte de saint Guignolet, les miracles ridicules, les pèlerinages dégoûtants, les supercheries des guérisons et des prodiges, on rougirait des tristes faiblesses de l'esprit humain et l'on conviendrait que les catholiques ne sont pas chrétiens. » N'en déplaise à notre obstiné chauvinisme, Liège dut son essor aux reliques de Saint-Lambert. Son tombeau et la basilique qui le contenait furent le point de convergence d'une foule de dévots plus ou moins convaincus qu'ils guériraient ainsi de leurs maux. L'ignorance était grande et les secours de la médecine quasi inexistants.
Voici la statue du liégeois le plus célèbre du monde, Carolus Magnus, Charles le Grand. Charlemagne, le puissant empereur d'Occident, égal des Césars 300 ans après le naufrage de Rome. Roi des Francs et couronné empereur le jour de Noël de l'an 800, il fut le souverain par excellence durant tout le Moyen-Âge, et nombreux furent les monarques qui se réclamèrent de sa descendance. Charlemagne est présenté ici sous la forme d'une statue équestre. Surmontant un socle de pierre, cette sculpture de bronze avait été initialement prévue pour la place Saint-Lambert, mais fut dressée au final boulevard d'Avoie, à hauteur du couvent des Augustins, en 1868. Elle est l'œuvre de Louis Jotte et fait honneur aux statues équestres des empereurs romains, comme celle qui immortalisa Marc Aurèle, dont une copie orne la place du Capitole à Rome. C'est une statue ressemblance? Non, pas vraiment. Dommage. Belle barbe. Conformément à la légende, Charlemagne avait une barbe, que la chanson de Roland dit fleurie. Genre hippie? Fleurie dans le sens de fourni, ce qui est peu probable. Karl était un roi des Francs. Il portait peut-être une moustache, pas plus, comme ce cavalier que l'on dit parfois représenter aussi son petit-fils, Charles le Second. Même erreur en France, avec la statue du bien-nommé sur le parvis de Notre-Dame, où il semble plus barbu encore. Par contre, c'était en effet un homme fort grand, 1,90 m, d'après son squelette étudié en 1861. Un géant, en quelque sorte, et un costaud, confirme son biographe, il était taillé comme un bûcheron. Autour de la statue, 6 niches montrent sur 4 côtés les ancêtres directs du grand homme. Pépin de Landenne, Pépin de Herstal, Charles Martel et Pépin le Bref, qui lui était petit, comme quoi. En plus de ces 4 malfrats, 2 femmes seulement, Sainte-Bègue, maman du Pépin de Herstal, et Bertrade, maman du grand gaillard, qu'on appelait aussi Berthe au grand pied, ce qui n'est pas très gentil. En 2011, la statue fut envoyée dans le Périgord pour un lifting complet et rapidement remise à sa place, d'où elle put continuer à observer les allées et venues des Liégeois du XXIe siècle. Et si j'osais poser la question qui fâche? En histoire, il n'y a pas de question qui fâche. Charlemagne était-il vraiment un fils de Liège? Dans les encyclopédies... Mais les Français le font naître à Quercy-sur-Oise et les Allemands à Ingelheim. Me voilà bien avancé. Les contemporains de Karl ne disent ni l'année de sa naissance, très probablement 742, ni l'endroit, très probablement Jupy ou Herstal, et vous pouvez me croire, c'est un Liégeois qui vous le dit. Pourquoi Jupy ou Herstal? Bien, à Jupy se trouvait une vaste villa romaine et à Herstal un petit palais rustique, que voici. Ces 2 endroits accueillaient fréquemment Pépin le Bref, papa de Charlemagne. La maquette qu'on aperçoit ici, on peut l'observer de plus près au musée communal de Herstal, non loin de la maison dite de Pépin, ce qui relève plus du folklore que de la vérité historique, la maison datant du XVIe siècle. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est plus au temps des Césars fastueux, vivant dans des palais garnis de porphyre et de marbre. C'est un petit chez-soi avec écurie, grenier, logement sommaire pour les serviteurs et les quelques secrétaires. Enfin, tout autour, ce qui était important pour les rois francs, d'immenses forêts où s'amuser à traquer le cerf. Est-ce le lieu de naissance du grand empereur? Peut-être. Un indice. Il fera sa capitale pas très loin, à Aix-la-Chapelle,
dans les murs d'une ancienne cité de garnison romaine sur le chemin du Rhin. Quelle importance de savoir si Charlemagne était ou non un enfant du pays. On va à dire ça à Tchotché, car Charlemagne fait partie de sa légende, avec sa marionnette toute brillante du métal de son armure. L'armure, c'est une preuve. Une armure que, soit dit en passant, Charlemagne n'a jamais pu porter parce qu'elle lui est postérieure de 500 ans. Enfin, passons. À Liège, on n'aime pas les détails quand ils ne sont pas patriotiques. Le mystère ne sera vraisemblablement jamais résolu. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Charlemagne vint maintes fois prier dans la basilique du martyr Lambert. D'ailleurs, pour que la dispute soit absolue, ajoutons que Charlemagne était un fiefé fanatique, massacreur enthousiaste, qu'il n'a jamais inventé l'école, mais bien institué l'impôt de la dîme qui enrichit les églises et les prêtres. Il n'est pas très sûr qu'il soit avantageux pour les Liégeois de l'avoir pour ancêtre. Après Charlemagne, la jeune cité de Liège, à peine sortie de terre, connut des calamités si terribles que son histoire faillit s'arrêter là. Plusieurs malheurs, en effet, vinrent frapper la région. En mai 858, les chroniqueurs font état d'une épouvantable inondation, due à un débordement soudain de la Légia, sans doute en raison de pluies incessantes qu'il avait gonflées et transformées en cataractes hurlantes. Des torrents de boue, arrachant arbres et cabanes, avaient englouti une grande quantité de bétail et d'habitants. La cité sembla totalement détruite. Il faut dire qu'à l'époque et dans la région, il n'existait pas encore beaucoup de constructions en pierre. Les cabanes étaient faites d'argile et de branchages. Autant dire qu'il fallait souvent les réparer après un violent orage. 20 ans après la catastrophe, les églises avaient été réparées, les maisons rebâties, quand l'an 851 surgirent les Normands. Les Normands de Normandie? C'est l'autre nom des Vikings. Oh là là là, ça a dû barder. Hein. Oh, le cinéma exagère la férocité des Vikings, mais ce n'étaient pas non plus des enfants de cœur. Les Liégeois, j'imagine, ont certainement déguerpi en bon ordre. Non, pas du tout. Liège est alors dirigé par un évêque à poigne, qui tient plus du soldat que du prélat, Radgar, lequel, avec ses gens, remonte jusqu'au Rhin, rencontre ses adversaires, les affronte et tue même un chef de sa propre main. Édifiés par cette première attaque, les Liégeois élèvent sur les hauteurs de Publémont un donjon de bois dont on n'a trouvé nulle trace et dont les chroniques ne parlent pas, mais que de nombreux historiens tiennent pour plus que vraisemblable. Ce Hardgar, qui accueille dans la ville tous les réfugiés fuyant les Normands, est aussi celui qui, le premier, se construisit un palais à partir de sa demeure. Palais qui aurait eu une tour de 45 mètres de haut, s'il vous plaît. Chose remarquée par un poète de l'époque, les fenêtres, au lieu d'être fermées par des pots, avaient des vitres. Les voûtes des plafonds avaient été décorées de fresques peintes, dont 16 scènes du Nouveau Testament. On suppose que ce palais se trouvait sur la croupe du Publémont, non loin de l'endroit où se trouvait l'église Saint-Pierre. On n'en a hélas trouvé aucune trace. Mais la construction du palais fut peut-être surprise ou arrêtée par la fureur de la Légia. L'évêque combattant disparut, mais les Normands, eux, demeurèrent. En 881, ils surgirent en troupes compactes et incendièrent la ville, à peine remise de son inondation. Liège, d'ailleurs, ne fut qu'une étape dans ce tourisme du pillage qui ravagea les Flandres, le Brabant et les pays du Rhin. Mais pourquoi cet acharnement? L'or, Les sous? l'or des ornements des églises, le bétail et richesse suprême, les prisonniers, qui font de très bons esclaves. Moi, plutôt que de me laisser prendre, je me serais battue jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort alors, car les Vikings adoraient mettre à mort les chrétiens qu'ils détestaient. D'ailleurs, les églises, heureusement vidées de leurs trésors par des moines diligents,
furent incendiées et la basilique Saint-Lambert, où Charlemagne était venu prier, n'avait plus de toit. L'hiver de cette année-là, la neige y tombait. Une autre invasion se produisit en 884, une quatrième en 891, à la suite de quoi les brutes furent enfin arrêtées et massacrées à Louvain, sur la Digne, où elles avaient un camp retranché. Détruite plusieurs fois, la cité fut rebâtie et, par chance, échappa aux envahisseurs hongrois. Anecdote curieuse, c'est à cette époque que fut créée entre les murs de la cathédrale une école de chant, oui, qui fit grand bruit dans toute l'Europe du Nord. Comme quoi, on peut voir brûler les églises et chanter ensuite des louanges au Seigneur. En 1558, Michel de l'Hôpital n'avait-il pas déclaré « Les Liégeois ont été plus que tous les ans domptés, néanmoins ils ont toujours relevé leur crête. Entendez, leur tête. » Liège, tu dois Nodger au Christ et le reste à Nodger. Telle est une phrase célèbre attribuée à un contemporain du personnage et gravée au pied de sa statue, dans le square de l'église Saint-Jean. La statue, elle, n'étant pas d'époque. Nodger. Ce nom-là me dit quelque chose. Ah ben j'espère bien, c'est tout de même le personnage le plus important de l'histoire de Liège. Il ne peut pas être aussi important que notre Lambert, tombé sous les coups des gorilles d'un malfrat polygame. Oh bravo. Non, mais c'est tout de même lui le créateur de la principauté. Lambert est un martyr, Nodger est un homme politique. Pas sûr que je vais l'aimer, ce gars-là. C'est un grand bonhomme, tu verras. Qui est ce Nodger dont tous les Liégeois ont entendu prononcer le nom à l'école? Eh bien, c'est tout simplement le fondateur de la principauté épiscopale, le premier prince-évêque. Avant, Liège était dirigé par un évêque qui n'était que évêque. Avec Nodger, l'évêque devient un prince de l'Empire germanique. Car contrairement à l'opinion générale, Liège n'est pas un pays latin, mais une dépendance germanique, même si le wallon est un dialecte roman. L'institution de la principauté s'est produite en l'an 980, millénaire fêté il y a 40 ans en grande pompe, comme l'indiquent les célébrations qu'on aperçoit ici. On pourrait écrire un livre épais sur la vie et les réalisations de ce Nodger, évêque zélé, servi par une chance exceptionnelle, sans laquelle son talent serait resté une friche inutile. D'abord, Nodger bénéficia d'une remarquable longévité. Il mourut en 1008, âgé de 78 ans, âge vénérable pour l'époque. Soit 36 années de gestion heureuse d'une ville en plein boom. Ensuite, l'ambitieux fut servi par un contexte et des alliances qui facilitèrent ses entreprises, si bien qu'il fut le premier des 57 princes et évêques que compta notre cité. Tout converge vers lui, tout en part. À Liège, dès son arrivée, la désobéissance était partout. L'évêque précédent, Héracle, qui avait écrasé le bon peuple d'impôts pour financer la construction de nouvelles églises, s'était mesuré à l'esprit insurrectionnel de la cité. Les habitants s'étaient emparés de son palais, avaient sorti de son cellier des tonneaux de vin de Worms, puis les avaient roulés pour les jeter dans la Meuse. Incroyable gâchis. À Liège, on ne jette pas le vin dans la Meuse, on le boit. Cette histoire de tonneau a l'air bien authentique. Eh oui, le pauvre Héracle avait eu à subir les foudres du peuple bouillonnant de la cité. Et Nodger, lui aussi? Enfin, je veux dire... Dès le départ, Nodger fit comprendre aux Liégeois que la crosse était tenue d'une main ferme. Le crosse? Mais non, pas le crosse, la crosse. Ah, la crosse, comme Saint-Nicolas. Voilà. Autant pour moi.
Notger était un noble franc venu de Souabe, une terre voisine de la Suisse alémanique. Ses talents d'administrateur l'avaient fait monter à la cour et le tout nouvel empereur Othon Ier songea à ce religieux efficace pour remplacer l'évêque de Liège. Cette nomination n'était nullement choquante. Liège était une terre relevant du Saint-Empire. En 980, il devenait prince-évêque, mais il lui fallut rapidement s'affranchir de la tutelle rapace des seigneurs voisins. En 987, il débarrassait la région des menaces que faisait peser le château haut perché de Chèvremont. Entreprise difficile si l'on songe à l'escarpement au-dessus duquel trônait cette forteresse. Aujourd'hui, une église se dresse sur le même piton rocheux. Une légende raconte qu'elle serait tombée grâce à un étonnant stratagème. Pendant le siège, Notger se serait introduit dans le château sous le prétexte de venir baptiser le fils du seigneur. Mais sous les robes des moines, marchaient des guerriers armés jusqu'aux dents. Une fois à l'intérieur, ils se jetèrent sur la garnison et la massacrèrent. Le seigneur, cerné de tous côtés, préféra se jeter dans le vide depuis le rempart. Son épouse l'imita en se jetant dans le puits avec son bébé. Une histoire rendue crédible par les faibles effectifs de l'armée de Notger, environ 60 hommes, incapables de faire un siège en règle. Seule une ruse pouvait venir à bout de la forteresse. Mais c'est horrible! Mais quoi? Mais cette femme qui se jette dans un puits avec son bébé! Tu sais, le Moyen-Âge était constellé de violences de toutes sortes. La vie humaine avait moins d'importance qu'aujourd'hui. Mais un bébé! Un bébé encore moins qu'un autre. Ton Notger était un détestable petit bonhomme! Le château et ses annexes, dont une chapelle dédiée à Notre-Dame, furent détruits. Mais des foules de dévots continuèrent à venir se recueillir sur les ruines de l'ancienne chapelle, dans laquelle avait été enterré Pépin de Herstal, complice probable de l'assassinat de Lambert. Il est troublant de noter qu'au moment où s'affirmait la puissance des héritiers de l'évêque martyr, le tombeau de son ennemi était anéanti. Liège avait donc été débarrassé de son tyran. Ce fut le signal d'un mouvement de prospérité d'une ampleur jamais vue. Administrateur pour l'empereur d'un vaste territoire, Notger, qui pouvait battre monnaie, s'employa à transformer le vicus, bourg, en véritable civitas, cité. Il érigea de nouveaux lieux de culte, comme les églises Saint-Jean, Sainte-Croix, Saint-Denis, agrandit la cathédrale de Saint-Lambert, acheva les églises commencées par son prédécesseur, comme Saint-Paul et Saint-Martin. Il ceintura la ville d'un rempart. Enfin, il établit dans les collégiales des écoles réputées et favorisa les arts. Ça y est! Notger, c'est celui qui a fait bâtir le square en face du palais. Le square dont tu parlais l'autre fois. Ben non, Notger n'a rien à voir avec le square qui ornait cet endroit. Ah, autant pour moi. Tu sais, le pont Kennedy n'a pas non plus été construit par le jeune président américain. Hein. Oui, c'est bon, hein. La vie bien remplie de Notger s'acheva le 10 avril 1008. Le corps du prince-évêque fut porté en procession entre les églises qu'il avait créées. Hélas, des siècles plus tard, on avait perdu la mémoire de l'endroit où se trouvait le tombeau du grand homme. On le chercha. En 1633, on trouva un sarcophage à l'extérieur de l'église. Des restes, rapidement authentifiés, furent placés dans une châsse de bois et suspendus par des chaînes de fer au plafond de la sacristie de l'église Saint-Jean. En 1794, au plus fort des émeutes révolutionnaires, des sans-culottes envahirent le lieu saint,
renversèrent le sarcophage, répandant sur le sol ce qui restait de la dépouille. Un prêtre ramassa plus tard ces restes et les dissimula. En 1840, la dépouille reconstituée fut placée dans un coffre doré. Mais en 1902, une expertise aboutit à une non-authentification. Les ossements, déposés dans une châsse précieuse, sont tout de même conservés dans la sacristie de l'église Saint-Jean. Il n'est pas si important que ce ne soient pas les vrais restes du grand homme. Le souvenir de Nodjé n'est-il pas inscrit un peu partout dans les pierres de la cité? Nodjé reçut de l'empereur Othon II un diplôme d'immunité générale. Ce diplôme porte la date du 6 janvier 980. C'est ce jour qui traditionnellement est considéré comme le point de départ de l'État liégeois. Mais quelle folie avait donc piqué l'empereur qui créait à l'ouest de son empire un État certes vassal, mais quasi indépendant. La constitution de l'État principautaire était pour Othon une question de réalisme politique. Son autorité était menacée, comme celle du roi de France, par l'indépendance des seigneurs de guerre. Les évêques représentaient une alternative intéressante au pouvoir capricieux de ces nobles, souvent peu instruits, uniquement préoccupés de la fortune de leur clan. L'évêque, lui, avait reçu un minimum de formation et point capital, il était nommé par l'empereur. Mais si l'empereur n'était pas content des nobles, il ne pouvait pas les dénobiliser? D'une certaine manière, oui. Si les nobles n'obéissaient pas, l'empereur pouvait théoriquement reprendre leurs terres. Théoriquement. C'était plus facile à dire qu'à faire. Certains nobles étaient plus puissants que l'empereur lui-même. D'un autre côté, de nombreux évêques furent en Occident de puissants agents de civilisation. Nodjé joua parfaitement ce rôle, en faisant de Liège une cité où de nombreuses écoles attiraient un public venu de tout le nord de l'Europe. Cela ne veut évidemment pas dire que les évêques étaient tous de bons administrateurs. Si l'Église pouvait à juste titre s'enorgueillir d'avoir produit d'excellents gestionnaires, elle se désolait tout autant du nombre important de moutons noirs qu'elle dut supporter à la tête de ses fidèles. Issu de l'aristocratie, l'évêque se voyait parfois comme un seigneur. Par le diplôme de 980, Nodjé devenait évêque immunitaire, c'est-à-dire n'ayant de compte à rendre qu'à l'empereur. L'État, désormais, c'était lui. Il n'était plus seulement un juge, un prélat, un administrateur. Il devenait également une puissance publique, représentant chez lui de l'empereur, l'équivalent d'un comte. Le pas suivant fut franchi en 985. Le 7 juillet, l'empereur Othon III, bambin âgé de 5 ans, régenté par sa mère Théophano, donnait par diplôme à l'évêque de Liège le comté de Huy. L'évêque n'était plus comme un comte, mais comte tout court. Une nouveauté dans l'Empire. L'empereur considérait l'évêque comme son lieutenant et il le choisissait parmi ses fidèles. Investi, l'évêque devenait seigneur d'une terre. Comme d'autres comtes, ducs, barons, il jouissait de droits importants. Il avait par exemple droit de justice, battait sa propre monnaie. Et il devait en contrepartie accourir avec son armée lorsque son suzerain, en guerre, l'appelait à la rescousse. Si je comprends bien, nous, à Liège, on devait obéir à l'empereur d'Allemagne. L'Allemagne n'existe pas encore. On obéissait au Saint-Empire. Mais on ne parlait pas allemand. Non, les Italiens non plus ne parlaient pas allemand, mais eux aussi obéissaient au Saint-Empire. Mais c'est quoi le Saint-Empire? Je t'explique. Avec une carte, ce sera plus facile.
En 987, les descendants de Charlemagne avaient été exclus du trône de la partie ouest du vieux royaume franc, destiné à devenir la France. À l'est, Othon, premier du nom, roi de Germanie, avait été couronné empereur des Francs et des Romains en 962. Le Saint-Empire romain se constituait sur la partie est du royaume des Francs, appelé à devenir, un jour très lointain, l'Allemagne. L'apparition de ces pouvoirs concurrents, des deux côtés de l'évêché de Liège, n'illustrait pas un retour de l'État. Le roi de la Francia, comme l'empereur germanique, était souvent loin, et leurs possibilités d'action en réalité bien minces. Pour faire face aux Normands, aux Hongrois, les descendants de Charlemagne avaient délégué leur pouvoir à des seigneurs locaux, chargés de défendre à leur place des provinces trop éloignées. Le danger disparu, les seigneurs étaient restés barricadés dans des châteaux de bois. Le bois finit par être remplacé par la pierre. Les terres des alentours, les fils en héritèrent, et leurs fils après eux. Il y avait une puissante aristocratie autour de l'évêché de Liège. D'abord les comtes de Liège eux-mêmes, mais aussi les comtes de Namur, de Limbourg, les ducs de Luxembourg pour ne citer que ceux-là. Le duché de Brabant ou le comté de Hainaut n'étaient pas non plus des voisins commodes. De plus, à l'ombre de ces potentats, avaient essaimé des seigneurs hargneux et cupides, agissant plus ou moins avec impunité, qui ne se privaient pas de molester, kidnapper, rançonner, dépouiller. Les gens se laissaient faire. Non, mais comment se débarrasser de seigneurs puissants quand on est de simples paysans ou marchands? Moi, je me serais révoltée. Je les aurais envoyés paître, ces seigneurs de guerre, non mais... Vive la liberté! Tu n'auras même pas une idée de ce que ça veut dire, la liberté. Tu sais, au Moyen-Âge, les petites gens ne songeaient qu'à sauver leur peau. Capétiens à l'ouest, Saint-Empire à l'est. Une myriade de seigneurs incultes, féroces et cupides. Et un pape à Rome notoirement corrompu. Des adolescents et des assassins furent élevés sur le trône de Saint-Pierre. Partout en Europe, un renouveau religieux couvrait d'églises les vallées et la lisière des forêts. Mais à Rome, les papes participaient à des orgies. Au moment où Nogé devenait évêque de Liège, le pape Benoît VI était poursuivi dans les rues par la populace, jeté en prison où il finit étranglé. Quelle époque! Ainsi doté d'une importante autonomie, à quoi ressemblait le territoire de l'État liégeois? Au XIe siècle, c'était la plus grande principauté de l'Empire. Elle s'étendait sur un axe nord-sud qui courait de l'embouchure de la Meuse jusqu'à Bouillon, du moins quand Godefroy, propriétaire du château, l'eut vendu au prince-évêque de Liège en 1082, pour financer son départ en croisade. D'est en ouest, la principauté allait d'Aix-la-Chapelle à Louvain. Comme toutes les frontières au Moyen-Âge, ces limites furent extrêmement mouvantes. Les siècles apportèrent chacun leur lot de mutilations ou d'annexions. Au XIe et XIIe siècle, la principauté de Liège était l'État le plus étendu et le plus puissant de la région. Au temps de Nogé, l'essor et la splendeur de la cité la faisaient appeler par certains l'Athènes du Nord, en phase sans doute pétrie de patriotisme, mais qui témoignait d'une certaine conscience dans le peuple d'appartenir à un pays plein d'avenir. Placée sous la double protection de Saint-Lambert et de la Vierge, Liège attirait à elle chaque année des milliers de pèlerins. Pendant 2 générations, dans un espace de temps qui couvre le règne de Nogé
mais aussi celui de son successeur Baldéric, la cité ne fut plus qu'un immense chantier, résonnant de tous les bruits d'une intense activité, sans même parler des maisons de particuliers, des cloîtres et des hospices qu'on voyait s'élever de tous côtés. Signe de la réussite de cette urbanisation échevelée, la cité de Notger fut la première à être pavée. Notger vit l'an 1000. D'ailleurs, sur ce sujet, mettons les choses au point, la transition d'un millénaire à l'autre se déroula dans le calme, comme celle que nous avons nous-mêmes connue en l'an 2000. Certes, on entendit les prêches enflammées de quelques illuminés, mais la plupart des gens de cette époque, contrairement à nous, ne savaient rien de l'année où ils se trouvaient. Mais les prétendues terreurs de l'an 1000 alors? Sont des créations d'historiens romantiques. Une invention? Des exagérations cadrant parfaitement avec l'idée très négative qu'on se faisait autrefois du Moyen-Âge. Tu vois, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a inventé les fakes. Quelle était la masse de la population de la cité sous Notger? Il n'existe aucun chiffre, mais c'était peut-être un peu moins qu'à Paris, où au même moment vivaient environ 10 000 personnes. Peut-être 6 ou 7 000 Liégeois purent croiser Notger dans les rues de leur cité. Cela peut sembler médiocre. Bagdad comptait 1 million d'habitants au même moment. Mais il faut songer que l'essentiel de la population de l'Europe était encore rurale à 95% et que la cité de Saint-Lambert était fort récente. À quoi ressemblait cette cité? Elle était parsemée d'églises. Notger s'employa à achever les constructions commencées par son prédécesseur Héracle et ajouta les siennes propres. Les lieux de culte que nous devons à notre prince fondateur sont principalement la nouvelle cathédrale Saint-Lambert, d'ailleurs inachevée à sa mort, mais aussi des églises Sainte-Croix, Saint-Denis, Saint-Jean-en-Île et Saint-Adalbert. Cette dernière se trouvait tout près de Saint-Jean-en-Île. Adalbert, le Wojciech des Polonais, était évêque de Prague lorsqu'il partit évangéliser les tribus baltes de la Prusse voisine, alors très sauvage. Cet Adalbert était un ami personnel de Notger. Malgré le soutien du futur roi de Pologne, le 23 avril 997, Adalbert était saisi par une foule féroce, décapité et sa tête, empalée, fut exhibée près de la ville d'Elbing, près de la baie de la Vistule. Le martyr fut canonisé et devint le saint protecteur de la Bohême. C'est Notger aussi le pont des Arches? Donc, curieusement, Notger ne se lança dans la construction d'aucun pont. Mais comment allait-on en Outremeuse, par exemple? Outremeuse, c'est-à-dire ce qui se trouve de l'autre côté de la Meuse, n'était alors qu'un petit village paisible entouré de pâtures et il faudra attendre 1034 pour voir jeter sur le fleuve le premier pont de pierre. Mais il fallait bien traverser le fleuve de temps à autre. Au temps de Notger, des bacs permettaient de passer d'un côté à l'autre du fleuve et il y avait aussi des passerelles en bois, pas très solides. Notger fit curer le fond du bras de la Sauvenière. Cette boucle de la Meuse longeait une imposante carrière de sable, ou sablonnière, nom qui fut à l'origine du mot sauvenière. Ce sable servait principalement à la construction et à l'industrie du verre. Enfin, Notger construisit un palais, résidence de son administration, composé d'environ 1000 clercs, c'est-à-dire des gens instruits, sachant lire et écrire. Ce bâtiment ne ressemblait pas à un palais, mais plutôt à une grosse demeure. On la voyait s'élever derrière la cathédrale, là où se dresse aujourd'hui le palais des princes-évêques. Une telle frénésie d'architecture est unique dans les annales liégeoises. Notger ne fut dépassé par aucun prince-évêque après lui. Naturellement, plusieurs chantiers ne furent achevés qu'après sa mort.
était alors une très grande ville. Grande pour l'époque. Tous ces chantiers montrent l'accroissement considérable de la population. Il fallait de nombreux ouvriers pour tout construire. Oui, et une fois achevés, ces lieux de culte attiraient à eux des pèlerins, des écoliers, des clercs, toute une nation d'artisans et de fidèles. Un Novus Vicus, nouvelle localité, se développait depuis Héracle entre l'actuelle place du marché et la Meuse. Le nom de la rue Nevis est tiré de ce Novus Vicus. Les villages d'Outremeuse, d'Avroy, d'Amercœur faisaient essaimer les chaumières et les ateliers. Sur l'île d'Outremeuse paissaient les troupeaux de moutons qui appartenaient aux princes. Les vinaves, c'est-à-dire les faubourgs, grandissaient. Plusieurs moulins à vent existaient à Liège au temps de Nodger. Ils étaient une invention toute neuve venue de Perse. L'un d'eux était entre l'enceinte et l'île d'Outremeuse, à hauteur de l'église Saint-Denis. Il y avait aussi de nombreux moulins à eau, une invention qui remontait aux Romains. La Légia, mêlée au glin, les faisait tourner en dégringolant des hauteurs denses. En l'an 1000, la jeune cité de Liège est une immense ruche qui retentit du bruit des outils et de l'agitation des gens. On y est trop occupé pour penser à... En quelle année pensaient-ils qu'ils étaient, ces gens d'un monde tout neuf? En l'an 1, bien sûr. Liège se remplissait donc d'une énergie créatrice, attirant ouvriers, marchands, étudiants, pèlerins. Mais l'incertitude des temps exigeait de cerner une telle cité d'un solide rempart. En 954, peu de temps avant l'élection de Nodger, des bandes de cavaliers hongrois avaient surgi, trouvant devant eux une ville sans protection. Le chroniqueur Anselme raconte leur terrible brutalité. Il fallait un mur d'enceinte pour empêcher le retour de ces violences. Et ce fut encore Nodger qui s'y attela. Pour voir une cité d'une muraille allait de soi pour les gens du Moyen-Âge. La nuit, on ne pouvait entrer ou sortir de la ville qu'en passant par des portes rigoureusement gardées. Il fallait montrer patte blanche pour avoir le droit de pénétrer dans la cité. Ce rituel dura jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il n'y a pas de muraille à Liège. Non, naturellement, la muraille n'existe plus, sauf quelques rares vestiges. Tout autour de Liège, sacrée muraille. Naturellement, Liège était alors beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Entourer Liège d'une muraille, c'était plus facile à dire qu'à faire. La cité était dispersée dans une vallée où la Meuse formait de nombreuses îles. La carte ci-dessous ne date pas de l'époque du grand fondateur, mais elle montre bien l'enchevêtrement du réseau des îles sur le cours tortueux de la Meuse à Liège. Nodger choisit de ne fortifier qu'un seul côté de la ville, celui qui s'étendait sur la rive gauche, autour du Publémont et du quartier de la cathédrale. Les murs, constitués de gréouillers sombres, ont aujourd'hui disparu, à l'exception de quelques segments inexplicablement sauvés des destructions du passé. Le morceau le plus connu de ce rempart du XIe siècle est la tour au Mohon, moineau en wallon, de 10 mètres de côté, détruite par les Bourguignons, mais reconstruite en 1483. Cette tour n'est visible que dans la ruelle du Tiers de la Fontaine. On l'aperçoit ici sur une carte de Johannes Blaeu, publiée en 1649. La haute tour noire de l'église Saint-Denis
est longtemps passé pour un autre des rares vestiges de ces fortifications, l'Église ayant par la suite intégré cette tour de défense à sa structure. Mais cette supposition est aujourd'hui considérée comme peu probable. Le mur d'enceinte avait 3 mètres de largeur. Le périmètre de l'enceinte érigée par Nodje couvrait une surface d'environ 25 hectares, pas entièrement bâtie. La muraille courait du mont Saint-Martin, qui l'entourait, longeait la falaise de Pierreuse en suivant le cours de la Légia, passait derrière l'actuel palais des princes-évêques, obliquait ensuite vers la Meuse, englobant la place du marché. La rue Hors-Château, comme son nom l'indique, n'était donc pas à l'intérieur de la cité fortifiée. La muraille suivait l'actuelle rue Léopold, passait devant le pont des Arches, suivait le tracé de la rue Cathédrale, encastrant peut-être la tour de l'église Saint-Denis. Quittait la rue de la Cathédrale à hauteur de la rue de la Régence pour remonter celle-ci jusqu'à l'Opéra. Rejoignait le mont Saint-Martin par la place Saint-Michel et la rue Haute-Sauvenière. La muraille était ponctuée de tours hémisphériques. Ainsi donc, le rempart aujourd'hui n'existe plus. Et non, tu sais, dans une ville moderne, un mur de pierre ne servirait plus à rien. Moi, derrière un tel mur, je me serais sentie comme dans une prison. Au Moyen-Âge, tu te serais senti en sécurité. Ah bon? Oui, contrairement aux villes, les campagnes étaient ouvertes au brigandage, lequel pouvait aussi infester certains quartiers. Tu vois, un mur, ce n'est jamais une solution. C'est ce que je disais déjà à propos du mur de Trump, le long de la frontière mexicaine. Autre époque, autre problème. Beaucoup de murs sont montrés à Liège comme des vestiges de cette muraille de Nodje. Mais il s'agit le plus souvent d'ouvrages plus récents. Le rempart devait être longé d'un chemin qui servait à son entretien et à l'accès des tours par la garnison. D'autre part, beaucoup de quartiers qui existaient déjà à l'époque de Nodje ne furent pas intégrés à la cité intramuros. La rue Féronstrée, par exemple, qui suivait le tracé de l'ancienne voie romaine et pénétrait en ville par une porte orientale, la porte Asseline. La voie romaine partait vers la Hesbaye en passant sous la porte Saint-Martin au nord-ouest. Une autre porte permettait d'ouvrir sur la Meuse et de passer sur l'île d'Outremeuse, la porte de Viviers. On peut apercevoir ici quelques gravures anciennes montrant ces portes avant qu'elles ne disparaissent, victimes de la modernité. Elles n'étaient pas vilaines, ces portes. Où tu trouves? Comme une invitation à un voyage, à l'escapade. Elle devait certainement faire le même effet aux citadins du Moyen-Âge. Un mur, pour moi, c'est toujours comme un défi.